Bonjour à tous, Bonjour. je suis Christian Neff, je suis le fondateur de Markentive. Je suis avec Thibault Lebivic qui est un de nos consultants et managers chez nous et qui s'occupe notamment du produit et de plusieurs projets sur du marketing et des ventes, qui est le métier qu'on fait au quotidien chez Markentive. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de webinar. Je crois que vous êtes nombreux, ça a eu pas mal de succès, on était assez surpris. Ça fait plusieurs mois, je pense que ça fait bien quasiment 5-6 mois qu'on n'avait pas fait de webinar. Alors on est super ravis de vous avoir aussi nombreux aujourd'hui avec nous et on s'est dit on voulait faire un sujet assez large sur le marketing et les tendances 2020. On a été exposé à pas mal de choses. On a eu la chance d'accompagner plus de 50 nouveaux clients depuis le début de l'année, ce qui est une année assez importante pour nous chez Markentive. Et on a du coup aussi eu l'occasion de toucher pas mal de nouveautés HubSpot. On revient de Boston aussi courant du mois de septembre, où on a eu pas mal d'annonces sur les produits. Et puis l'idée, c'était pour nous de partager tout ça avec vous et puis de vous représenter rapidement aujourd'hui qu'est-ce qui peut être pris en compte. D'une manière générale, rapidement, un petit mot sur Markentive pour ceux qui ne connaissaient pas. On est une entreprise un petit peu particulière puisqu'on est à mi-chemin entre du conseil, de l'intégration et du métier d'agence. Donc on va concevoir des projets, mettre en place des outils et puis accompagner des clients dans la réussite de leurs projets. On est un peu plus de 35 personnes aujourd'hui et on va évoluer dans les sujets de la transfo digitale, du marketing et des ventes avec plusieurs outils, du HubSpot, du Salesforce, des outils Oracle et certaines solutions comme Acton par exemple. 80% de clients B2B et beaucoup de clients dans la tech, des startups, des éditeurs de logiciels, des entreprises de services sont les clients qu'on a l'habitude de pratiquer. Pour aujourd'hui, un peu plus de 200 clients déployés depuis 2012 sur des sujets CRM, sur des sujets de marketing automation, inbound, lead generation, qui sont les sujets qui nous animent le plus aujourd'hui avec les clients qu'on est capable d'accompagner, autant après sur des sujets de web design que sur des sujets outils, technologie et process. Marketing automation en lien avec le CRM et tout ce qu'on est capable de mettre en place pour vous aider à finalement parler mieux à vos prospects, parler mieux à vos clients et travailler sur deux leviers qui sont finalement la productivité de vos équipes, marketing et équipe vente, mais aussi tout ce qui va être la performance, donc d'obtenir des résultats, sachant que grâce à l'automatisation, c'est finalement pas ce qui est le plus long à faire ou le plus difficile qui est toujours le plus de résultats. Il y a plein de choses ingénieuses, de choses finalement assez astucieuses qu'on peut mettre en place qui avec peu d'efforts peuvent conduire à beaucoup de résultats. C'est toujours ce qu'on essaie de privilégier parce que ça permet d'aller vite et d'obtenir assez rapidement un ROI de ces outils, de ces démarches et de tout ce qu'on peut mettre en place. Et pour résumer finalement aujourd'hui notre métier et ce sur quoi on essaie d'accompagner nos clients, c'est de leur apporter de la technologie. Globalement, il y a 3 types de technologies sur lesquelles on travaille aujourd'hui qui sont le CMS, donc le site internet, le CRM qui est l'interface du commercial, et puis entre les deux, nos fameux outils de gestion de campagne, outils de marketing automation. Donc ça, c'est les 3 types d'outils sur lesquels on va beaucoup travailler et autour duquel vont graviter tout un tas d'apps, d'IP tracking, de social marketing, etc. On va apporter des équipes qui sont aujourd'hui des spécialistes dans ce métier-là pour vous accompagner à monter en compétences et pour vous aider à délivrer ces projets. Et puis tout ça, ça crée aussi une forme de complexité. On va parler de manière différente à nos personas, à nos segments, etc. Donc ça apporte une complexité qu'on n'avait pas auparavant. On faisait le même newsletter pour tout le monde. Et la complexité, ça s'organise. Donc on apporte aussi un moment du process pour organiser la complexité, du process aussi pour s'améliorer en continu, apprendre de nos résultats, apprendre de nos campagnes et puis faire des choses de mieux en mieux pour dépenser moins d'énergie et finalement investir là où ça rapporte le plus. Donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur la présentation de nous. Je vous invite à nous contacter si ça vous intéresse de discuter. Je sais que parmi vous, certains sont déjà en contact avec nous et d'autres sont déjà nos clients depuis plusieurs années. L'objectif de rentrer directement dans le webinaire, c'est de parler de quelques tendances 2020. Alors, il y a des sujets qui sont effectivement
directement, qui sont traités depuis plusieurs années, mais on va y revenir parce qu'effectivement, nous, on le sent sur nos clients, sur nos projets, que c'est des choses qui marchent vraiment très très bien. Je vais parler aussi d'intelligence artificielle. J'ai fait une conférence au Salon Solutions il n'y a pas très très longtemps aussi sur des thématiques et des use cases qu'on peut appliquer en termes d'intelligence artificielle et qui apportent pas mal de ROI sans forcément demander trop d'efforts. On va aussi parler d'un petit comparatif d'HubSpot avec les autres outils qui est assez synthétique. On n'aura pas le temps de rentrer beaucoup dans le détail, mais c'est une démarche qu'on a présentée à Berlin et c'est un travail qu'on a fait en partenariat avec le BG. Donc l'Electronic Business Group, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un regroupement de professionnels du digital et pas mal d'éditeurs de solutions avec une vraie démarche conseil et du coup c'est un super réseau auquel je vous invite à participer et on a fait ce travail-là et je vous présenterai rapidement les conclusions qu'on a présentées en mai à Berlin et puis Thibaut va rentrer dans le cœur du projet aujourd'hui, du sujet, qui est finalement de vous présenter les nouveautés HubSpot. Alors il y en a beaucoup, j'ai envie de dire qu'il y en a toutes les semaines, mais là on a finalement quelques releases qui sont assez importants, autant sur la partie marketing que sur la partie sales finalement. La partie service aussi. Et la partie du service hub. Et puis le CMS aussi qui de plus en plus se perfectionne et commence à avoir des couches qui apporte, je trouve, beaucoup de valeur et beaucoup de facilité d'utilisation. Et puis si vous avez des questions, on en a déjà eu un peu en amont, on en commence déjà à en avoir d'ailleurs, n'hésitez pas à les poser. Si on n'arrive pas à toutes les traiter, ce qui est possible, écoutez, on refera une passe et puis on vous répondra à tous de manière individuelle par la suite, sachant que parmi vous, il y en a beaucoup qui utilisent déjà HubSpot, donc on va essayer d'être très rapide sur tout ce qui est introduction générale pour que vous puissiez avoir le maximum de valeur de ce sujet-là. Les tendances 2020, elles sont, alors ça va pas étonner grand monde, ça devrait pas, je pense pour vous, c'est qu'aujourd'hui on a toujours une prise de décision qui est de plus en plus digitale, c'est-à-dire que vos prospects, et notamment en B2B, vont faire pas mal de travail de recherche, de benchmark, et c'est aussi finalement un constat qui a amené pas mal d'entre vous finalement à opter pour l'inbound marketing, à faire du digital, à faire du contenu, finalement pour être sur le chemin de ce qu'un prospect peut être capable de rechercher. Ce qui est important aussi, et ça on en parle un peu moins, c'est que finalement le fait d'être le premier à entrer en contact avec le prospect, c'est quelque chose de super critique. Et donc ça, c'est des stats qui sont fournis par Salesforce et on s'en rend compte. Nous, avec nos clients, c'est que parfois on génère des leads, on fait beaucoup d'efforts, on fait de l'acquisition, des ads, on fait de la super lead gen. Et finalement, le commercial, il va peut-être prendre contact 48 heures après. Alors 48 heures, c'est pas grand-chose, mais si entre-temps, vous avez 2-3 concurrents qui sont en contact avec votre client, votre prospect, c'est peut-être les 48 heures qui vous font perdre. Parce que derrière, on est déjà dans une démarche, on a un relationnel. Le prestataire qui nous a contacté en premier, en plus, a l'air plutôt compétent. Et du coup, forcément, on a pris du retard. Et tout ça pour peut-être, à un moment, un manque de réactivité ou un peu de friction parce qu'on s'est forwardé un mail en interne et on a perdu du temps. Donc, le fait d'être le premier à prendre contact, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller travailler. Et c'est d'autant plus difficile. Donc, à un moment, il faut aussi être capable de revoir les endpoints qu'on va avoir sur notre parcours d'achat, puisqu'il y a plein d'éléments. Que ce soit du blog, que ce soit du chat, que ce soit du service client, que ce soit de l'ads, que ce soit du reviews, que ce soit du canal offline. Enfin, il y a plein de touch points aujourd'hui dans l'expérience de votre client et le fait d'enlever de la friction autour de tous ces points de contact, ça réduit les délais, ça améliore l'expérience et ça nous permet vraiment de nous démarquer. Et aujourd'hui, vous avez certainement, pour ceux qui utilisent HubSpot et qui sont dans cet écosystème-là, pas mal entendu parler de la flywheel. Donc c'est ce petit schéma en haut à droite où on va avoir une vision consolidée, centralisée du CRM avec toute la donnée client autour de laquelle donc tout ce savoir qu'on a sur les clients, sur les interactions qu'ils ont eues, sur leur comportement d'achat, sur leur expérience au sens large, et de faire graviter des initiatives de l'entreprise autour de ça qui sont des initiatives marketing, des initiatives vente, donc marketing, je t'envoie des campagnes, je t'invite à des événements, des initiatives vente de je te sollicite, j'essaie de te vendre telle ou telle gamme de produits, et de plus en plus des initiatives de service client. Et le fait de savoir finalement d'avoir au centre une vision consolidée de ces trois sujets-là va nous aider à marketer de manière intelligente les gens. Aujourd'hui, vous allez recevoir un mail où on va vous dire que les prix augmentent alors que vous avez mis un NPS
vraiment très mauvais, etc., 5 fois de suite, c'est typiquement une très mauvaise expérience client. On va essayer de vous upseller alors qu'en gros, vous n'êtes déjà pas content de ce que vous avez. Typiquement, c'est parce qu'à un moment, on est dans des silos où l'expérience, elle n'est pas unifiée. On n'a pas l'info sur votre niveau de satisfaction, sur votre comportement marketing, sur la manière dont vous engagez avec les sales, etc., etc. Le fait de consolider tout ça, ça enlève de la friction, ça crée de la connaissance et ça améliore l'expérience client. Et bonne expérience client égale fatalement à un moment augmentation de la performance de l'entreprise. La vidéo, on en parle depuis super longtemps, c'est quelque chose qui aujourd'hui a vraiment baissé beaucoup en termes de coûts. Nous, dans nos bureaux, on partage nos bureaux avec une boîte qui s'appelle Pitchy. Ils ont créé un logiciel, ils sont assez connus, je pense que certains d'entre vous doivent l'utiliser, qui permettent de faire des vidéos à bas coût et avec des qualités qui sont tout à fait acceptables. Et ça permet d'intégrer la vidéo comme étant un média au quotidien pour créer du trafic, pour créer de la conversion, pour générer des leads. Donc ça, c'est vraiment un média qui est de plus en plus important. Et même les toutes petites boîtes aujourd'hui commencent à avoir du vlog, commencent à avoir régulièrement du contenu vidéo versus là où on avait 2-3 articles de blog écrits un peu basiques toutes les semaines. Maintenant, on est sur des contenus qui sont un peu plus sympas. Donc il y a une vraie guerre autour de ça et ça va se renforcer. Et puis on a aussi vraiment une logique de personnalisation. Alors la personnalisation, on en parle depuis longtemps. C'est pas forcément d'avoir le prénom du mail, le prénom de la personne dans l'intitulé ou dans l'entrée du mail. Ça c'est plutôt un niveau de token assez basique. Mais c'est de commencer à personnaliser effectivement les contenus, le website, les emails, les landing pages, etc. En fonction du segment de la personne, voire en fonction de son comportement. Et donc c'est quelque chose qui est potentiellement qui ouvre le champ des possibles. Ça crée pas mal de complexité. Donc à un moment, vu qu'on peut tout faire, il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on fait en premier. Et ce qu'on essaie de faire par rapport à ça, c'est de mesurer finalement les actions possibles sur 2 paramètres. Un paramètre qui serait finalement quel effort ça demande et un paramètre qui serait quel impact on imagine que ça va avoir. Et à partir de là, on essaie toujours de commencer par finalement les choses qui prennent le minimum d'effort et qui potentiellement auront le maximum d'impact. Et c'est assez surprenant le type de résultat qu'on peut avoir en personnalisant des choses versus créer des nouvelles campagnes from scratch, ce qui demande généralement pas mal d'énergie. Et puis l'Ads, ça c'est aussi effectivement un vrai sujet aujourd'hui, c'est de mieux maîtriser l'Ads, de les faire acheter en programmatique, d'utiliser de l'intelligence artificielle, de mieux connaître ces segments et d'avancer beaucoup sur cette partie-là. Je ne rentre pas beaucoup dans les détails, si vous avez des questions, on pourra en reparler. Il y a un sujet que je voulais traiter et qui est notamment un sujet d'investigation pas mal chez HubSpot aujourd'hui. Ils ont racheté plusieurs sociétés aujourd'hui, des spécialistes ou des pure players de l'IA, qui est un sujet pour moi d'intérêt fort. Je m'intéresse beaucoup à cette thématique-là. On sait que c'est un sujet qui est de plus en plus recherché, tapé, c'est une vraie tendance. Et on en a vu, nous, alors on pourrait en parler toute la journée, ça pourrait même être un webinaire à part entière, mais il y a quelques cas d'usage, et notamment à la marge avec HubSpot, qui aujourd'hui sont toujours hyper intéressant et hyper générateur de valeur, alors que moi de prime abord j'étais assez sceptique sur certains trucs. Et je pense par exemple au web design adaptatif. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent le CMS d'HubSpot. Nous en tout cas on a beaucoup de demandes, on va en faire 4 à 5, entre 2 et 5 websites par mois à peu près aujourd'hui sur du CMS HubSpot. Et de plus en plus de demandes sur comment je peux faire un site qui est différent pour mes gros clients, mes petits clients, mes moyens clients, ou pour mes clients versus mes prospects, sans forcément avoir des pages additionnelles dans tous les sens. Et donc effectivement, on rentre dans ce sujet-là. Donc comment on fait parler la data CRM, de ce qu'on sait de la personne ou de ce qu'on sait du visiteur, pour retraduire ça dans un front ou dans une interface web qui est personnalisée. Et alors c'est déjà un challenge, vous allez me dire, oui effectivement c'est déjà un challenge pour nous de refaire notre site avec une version default pour tout le monde. Donc faire des versions AB de chaque page ou de certaines pages, ça paraît compliqué. Mais en tout cas, l'expérience que nous on a eue, c'est que mieux vaut faire peut-être des sites d'une dizaine de pages plutôt que des sites d'une trentaine de pages. Et sur les 10 pages, peut-être prendre les 1, 2, 3 top pages et de se dire comment on peut vraiment améliorer l'expérience, personnaliser les choses, peut-être avoir certains endroits où on est sur du smart ou du personnalisé. Et les résultats qu'on a observés sont assez impressionnants par rapport à l'effort que ça demande. Et c'est du coup une utilisation de l'IA que moi j'ai trouvé
particulièrement utile, particulièrement différenciante et particulièrement sympa. On a aussi tout le sujet du prédictif, avec du coup ce que ça implique. Là, le gros problème qu'on va avoir, c'est finalement la qualité de la donnée, parce que pour prédire, à un moment, c'est faire parler la donnée. Et on a vu pas mal de cas où potentiellement c'est assez intéressant de se dire tiens, quel est le lead qui a la plus grande probabilité de closer et avec lequel je devrais passer un maximum de temps, versus un lead qui est finalement correspond pas à mon pattern de client idéal et sur lequel je n'aurais pas passé de temps. Et en fait, on se rend compte, si c'est mal utilisé ou si on a une utilisation dérivée des outils, d'avoir des biais et où finalement le prédictif aide pas beaucoup. Donc la qualité de la data est super importante. Typiquement, j'ai un exemple en tête, c'est qu'on avait une entreprise où les commerciaux utilisaient le CRM de manière un peu volontaire ou quand ils avaient envie. Ils utilisaient juste finalement les opportunités qui créaient eux-mêmes pour se faire payer leurs primes et ils le créaient quand c'était déjà gagné. Donc 5 minutes avant de gagner, je crée mon opportunité, je la mets dans le système et je reporte finalement sur les deals que j'ai signés. Et donc ce que ça indiquait aux outils, c'est que finalement une opportunité qui est créée et qui n'est pas closée dans l'heure, typiquement est une opportunité qui a très peu de chances d'être gagnée. Et donc finalement ça faussait complètement les leads du marketing où on crée des opportunités, etc. à long terme. Il y avait plein de choses finalement qui était mal interprété par l'outil. Donc à un moment, le prédictif, c'est à un moment d'avoir une vraie intelligence aussi de la manière dont on utilise et on structure la donnée pour qu'elle puisse être analysée par des outils. Et puis finalement, ce que ça veut dire aussi par là, et c'est grosse tendance au-delà de la vidéo, de tous les outils qu'on a, je trouve qu'aujourd'hui, on manque plus d'outils. Par contre, ce qui nous manque, effectivement, c'est parfois de la donnée qui est accessible, de la donnée qui est à jour, de la donnée qui est segmentée, et aussi, à un moment, pas de l'intelligence artificielle, mais de l'intelligence humaine, de qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est important. Et c'est plutôt ça aujourd'hui qui est un peu problématique dans les entreprises plutôt que les outils, parce qu'aujourd'hui, les outils, on arrive à les utiliser à 30, 40, 50%. Vu que souvent on n'a pas la donnée malheureusement, où elle est incomplète, où elle est partielle, où elle n'est pas suffisamment stratégique au sein de l'entreprise et mise à jour et documentée par tout le monde. Et puis une fois qu'on a tout en main, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire avec ça, ou qu'est-ce qu'on fait en premier, ou comment on va traduire la stratégie de l'entreprise dans des campagnes, dans des dispositifs, dans des paramétrages, dans des outils. Et donc finalement, pour moi, les deux grands sujets demain, c'est pour 2020, c'est d'être capable d'avoir une idée plus claire, plus priorisée, plus tactique de comment on va gérer la complexité et comment on va dérouler notre plan marketing sales. Et puis de commencer à construire vraiment un cœur de données qui est propre, qui est évolutif, qui est normalisé, sur lequel on va pouvoir actionner des actions. Rapido, comparatif HubSpot. Le but, c'est pas de rentrer dans un détail. Vous connaissez certainement G2Crowd pour ceux qui n'utilisent pas les outils. C'est des commentaires qui sont faits au sujet des outils par des users. Alors, il y a un biais, c'est qu'en fait les vendors, les éditeurs de logiciels, adresse les utilisateurs les plus satisfaits vers cette plateforme-là pour qu'ils le notent. Du coup, forcément, on a des bonnes notes généralement pour à peu près tout le monde. Cela dit, ça sort quand même des tendances sur un moment le volume potentiellement de clients ou le niveau de satisfaction des clients. HubSpot se positionne bien sur ce type d'outil-là versus les pure players qu'on va retrouver. On a du ActiveCampaign, du Pardot, du Marketo et certains autres outils comme du Acton qui se situent dans la partie populaire et qui crée de la satisfaction chez les clients. Donc HubSpot se distingue bien sur ces outils-là. Nous, quand on avait fait l'étude avec le BG, on avait eu pas mal de réflexions sur comment on va créer à un moment une réflexion autour de ça, sachant que ce qu'on voit souvent dans les comparatifs d'outils, c'est un listing de fonctionnalités et puis des croix. Est-ce que la sélection, elle le fait? Est-ce qu'elle ne le fait pas? Et typiquement, quand on faisait ça, on se rend compte que tout le monde a des croix partout parce que tout le monde fait tout, plus ou moins. Et finalement, la couverture fonctionnelle des éditeurs, elle est plus ou moins comparable, voire similaire. Et ce qu'on avait essayé de prendre en compte aussi, et je vous invite à nous demander le doc, on pourra vous l'envoyer dans sa version complète, et je crois qu'il est téléchargeable d'ailleurs sur le site aujourd'hui.
Donc n'hésitez pas à jeter un œil. C'est que finalement, HubSpot se distinguait pas mal par la facilité d'utilisation. Et pour nous, autant sur des fonctionnalités must-have et classiques que sur des fonctionnalités plutôt nice-to-have, type autour de l'ADS, des réseaux sociaux, où on pourrait se reposer sur d'autres outils, l'intérêt de l'avoir dans un outil qui est facile à utiliser, c'est que finalement, on a déjà, comme je reprenais pour faire écho à ce que je venais de dire précédemment, c'est que vu que déjà savoir ce qu'on veut faire, comment on va le faire et comment on priorise les actions, plus avoir une donnée de qualité, c'est déjà un challenge. Si en plus on doit se battre pour en gros faire des choses simples dans un outil qui sont finalement créer une landing page, créer un email, créer une campagne, créer un dashboard, notre vie de marketeur ou notre vie de sales, elle est quand même assez compliquée. Et donc c'est là pour nous la vraie puissance de ces outils-là, c'est que on n'a pas besoin vraiment d'appeler un prestataire dès qu'on veut faire un truc, c'est qu'on a une certaine autonomie pour réaliser des campagnes au quotidien, pour dupliquer des campagnes, pour gagner en productivité, pour utiliser le CRM. On n'a pas besoin d'avoir du coup une formation de 3 semaines. C'est des choses qui vont vite et du coup on peut se concentrer sur les vrais sujets qui sont finalement qu'est-ce qu'on veut faire et comment on leverage nos données et notre savoir-faire pour avancer. Et du coup, ça retend aussi sur cette vision complète d'HubSpot est très intégrée, parce que quand on commence à avoir une stack technologique qui est un peu hétérogène, il faut faire des connecteurs, il faut faire des web services, on perd de la donnée, on perd de la facilité d'utilisation, généralement les coûts s'additionnent aussi. Donc et si c'est possible de le faire, si on peut rester dans cette, en tout cas pour une grosse partie de la stack, dans du HubSpot et gérer autant du service client que du marketing, que des sales, ou en tout cas bien interfacer tout ça. Le fait qu'HubSpot intègre déjà nativement une grosse partie de ces briques-là sur les différents hubs et se connecte, Thibaut en reparlera, mais sur toutes les typologies de connexions qu'on peut avoir aujourd'hui, les connexions tierces, pour nous c'est un vrai killer stack sur HubSpot. Ça marche super bien, les équipes le prennent bien en main. Et on a du coup aussi une traction qui est forte sur le marché français. On le voit parce qu'on est aujourd'hui un des plus anciens sur le segment et on a vu du coup aussi HubSpot s'installer à Paris. Ils ont ouvert un petit bureau il n'y a pas très longtemps et ils prévoient d'être plus de 50 personnes l'année prochaine à Paris. Donc c'est quelque chose qui aussi va dans cette direction-là et nous permet de mieux servir le marché français avec eux. Ok, Thibaut, nouveauté HubSpot du coup. Ouais. Du coup, juste pour faire le lien avec ce que tu disais avant, HubSpot c'est une suite complète, mais ils ont bien compris quand même que c'est compliqué d'avoir toutes les fonctionnalités de tous les acteurs du marché dans leur suite. Donc finalement, ça fait 2 ans aujourd'hui qu'ils ont vraiment ouvert leur plateforme, qui se connectent aujourd'hui à plusieurs centaines d'autres acteurs du marché. Et ça devenait un peu compliqué de lire un petit peu dans toutes les connexions qui étaient possibles avec HubSpot, avec quel autre éditeur, et finalement quel était le principe et pourquoi faire. Donc ils ont repensé leur marketplace d'applications connectées, que vous pouvez voir sur Internet sans avoir HubSpot forcément, qui est organisé par catégorie. Par exemple, si vous avez un focus marketing, il y a une catégorie marketing, un focus sales, il y a une catégorie aussi. Si par exemple vous voulez vous focaliser sur améliorer la conversion, vous avez aussi cette catégorie-là. Donc aujourd'hui, ils ont un peu repensé HubSpot comme un hub ouvert, où finalement tout sera géré dans HubSpot, mais connecté à d'autres outils. Donc c'est aujourd'hui sur Internet, vous pouvez aller le voir. Et sur une vision finalement un peu plateforme, de HubSpot as a platform finalement qui devient centraliser la donnée et connecter pas mal d'apps. Certains d'entre vous peut-être seront intéressés pour figurer parmi ces intégrations natives, si vous êtes des éditeurs de technologie. C'est quelque chose qui vous ouvre aussi un gros marché potentiel de clients, parce que être présent sur ce type d'intégration-là, directement, vu la taille de la communauté de clients HubSpot, ça commence tout de suite à être intéressant. Et ça va vous demander, pour être validé, je crois, d'avoir 50 clients, en tout cas 50 users, qui utilisent l'intégration. Et à partir de là, vous pouvez postuler pour être vraiment payé, visible sans forcément supporter de coûts, d'être présent sur la marketplace et du coup de dynamiser votre présence commerciale sur votre outil. Et même au-delà de tout ce qui est affiché ici, aujourd'hui c'est plus simple qu'avant de se connecter, de développer ses propres API et se connecter à des ERP et des choses comme ça. Ils ont essayé de rendre le travail des développeurs plus simple avec une documentation plus claire. Donc ouais, ils continuent leur démarche d'ouverture en fait, un peu à l'image d'autres éditeurs plus gros, plus historiques, vers les autres éditeurs pour que leur hub devienne vraiment exhaustif en termes de fonctionnalité.
Mais c'est pas pour ça qu'HubSpot finalement développe ses propres fonctionnalités dans son propre logiciel. Donc on va premièrement se focaliser sur le hub marketing. Donc quelles sont les principales nouveautés? On passe pas tout parce que comme le disait Christian, il y a des nouveautés toutes les semaines. On va juste voir les principales qui datent de septembre globalement depuis Inbound, donc la conférence à Boston. Grosse avancée, donc une des fonctionnalités les plus connues d'HubSpot, c'est ses workflows, donc le workflow sur les contacts, sur les compagnies, sur les deals, sur les tickets de customer support. On avait un gros problème à ce niveau-là, c'est que c'était impossible de fusionner les branches. Donc aujourd'hui, c'est une petite fonctionnalité technique qui a été rajoutée qui fait gagner beaucoup de temps à tout le monde. Pour ceux qui connaissent les workflows, je pense que vous êtes contents à ce moment-là. C'est possible de fusionner les branches, typiquement passer d'une branche à l'autre, et d'organiser ces workflows par dossier. Donc c'est aujourd'hui disponible dans toutes les instances professionnelles et enterprise. Alors, deuxième point, originellement on était assez tributaire du développement pour tout ce qui était templating, email, et il fallait que ce soit responsive sur Outlook, sur Gmail, etc. Donc aujourd'hui, HubSpot a mis en place le drag and drop pour les emails. Donc finalement, on n'a plus besoin de dev, sauf en cas d'extrême complexité des emails, mais sinon, un utilisateur lambda de HubSpot peut créer un email assez simplement. Et ça vous permet justement de personnaliser une newsletter en 1 heure, 2 heures, etc. Vous gagnez en flexibilité, en rapidité d'exécution pour tout ce qui est emailing. Alors, nous, on accompagne à peu près, je crois, 80 clients actifs sur HubSpot. Ce truc-là, quand c'est sorti en drag and drop, ça marchait pas du tout. Hein, je veux dire, et donc on a eu un retour de flamme qui était assez franc et viril sur la base client. Donc on a à un moment aussi arrêté ce truc-là et on est reparti sur des gabarits custom qu'on développait vraiment à la main, etc. pour l'ensemble de nos clients. Aujourd'hui, ce truc-là a été bien débugué et globalement, ça devient le standard de ce qu'on met en place actuellement chez les clients. Ok, mais il n'y a même plus de problème sur Outlook où là où historiquement on avait des problèmes de compatibilité. Aujourd'hui, on n'a plus de problème à ce niveau-là. Donc, bonne nouvelle. Donc ensuite, toujours dans l'idée d'inclure un petit peu plus tous les outils d'acquisition dans leur plateforme, HubSpot élargit un petit peu son traitement des réseaux sociaux et notamment là ils ont mis un focus sur l'Ads de Facebook. Donc aujourd'hui, pour gagner en productivité, une publication organique sur Facebook, en quelques clics, vous pouvez le transformer en publication sponsorisée et avec des audiences définies. Voilà, il y a des choses assez simples à faire. Donc en quelques minutes, vous pouvez booster votre visibilité ou même votre conversion des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est complètement possible aussi de créer toutes les publications sponsorisées de A à Z directement dans HubSpot, donc plus besoin de passer via Facebook pour ça, toujours dans l'idée de rationaliser un petit peu toute l'acquisition et faire ça depuis une seule plateforme. C'est step by step, c'est presque plus simple que dans Facebook de réaliser ça. Ensuite, toujours dans l'idée du drag and drop, c'est quelque chose qui n'est pas encore live sur les instances, du moins pas sur toutes les instances. À l'image des mails, on avait besoin de passer via le dev pour le templating email. Ce sera toujours le cas pour des landing pages ou des pages qui sont custom avec une complexité certaine, mais pour des pages relativement simples, aujourd'hui, on peut réaliser en drag and drop en quelques minutes des landing pages, des thank you pages, des pages d'abonnement, etc. Hop. Et la dernière grosse nouveauté sur le hub marketing, c'est l'attribution report. C'est à mon avis la plus grosse des nouveautés parce que historiquement dans le hub marketing, on pouvait faire du reporting sur l'acquisition, la conversion, les clics sur les emails, des choses comme ça, mais le lien avec le commerce finalement était assez compliqué à avoir. Alors ceux qui ont HubSpot aujourd'hui et qui sont connectés à un Salesforce, c'était possible de réaliser ça dans Salesforce, mais aujourd'hui on peut calculer le ROI marketing, typiquement avec le revenu, directement dans HubSpot. Donc par exemple, quel est le type de contenu qui a généré le plus de revenus, d'où viennent mes clients, est-ce qu'ils viennent du SEO, est-ce qu'ils viennent du SIA, est-ce qu'ils viennent des emails, etc. Donc aujourd'hui, on peut voir quel type d'action marketing marche le mieux, prioriser les futures actions marketing, enlever celles qui ne marchent pas et rentrer un peu dans une démarche de test and learn pour faire en sorte que le marketing soit de plus en plus impactant pour les sales, parce qu'il faut oublier que le marketing est un support des sales et pas l'inverse.
C'est en bêta aujourd'hui, pas encore dans toutes les instances, mais ça va être déployé durant tout le Q4 2019 dans les instances HubSpot Enterprise. On peut le donner, enfin on peut requester un accès, je crois. Alors il faut contacter le. Ouais, on peut le faire. Si ça vous intéresse, on peut vous demander à ce que vous l'ayez. Et je trouve que l'intérêt, c'était aussi que finalement en marketing, on a des initiatives qui génèrent du lead et puis on a des initiatives qui génèrent du business et des initiatives qui font avancer le lead dans le parcours. Et à un moment, si on regarde finalement que ce qui génère le lead, c'est un peu la vision historique d'HubSpot de où est-ce qu'on a le first touch. Finalement, ça veut dire qu'on va arrêter de faire du webinar parce que peut-être le webinar, c'est plus un outil pour faire avancer les gens dans du funnel. Où on va arrêter de faire telle et telle initiative alors que finalement, elle est super importante pour vous. Mais vous n'avez aucun métrique clair sur est-ce que c'est quelque chose qui déclenche, est-ce que c'est quelque chose qui accompagne, est-ce que c'est quelque chose qui génère. Et tout ce qui ira dans cette direction-là, ça va être super cool. Ouais. C'est une grosse avancée de leur part, parce qu'aujourd'hui, il y a peu d'outils qui proposent ça. C'était possible encore une fois avec Salesforce, mais là, le marketing n'aura plus besoin d'aller dans d'autres outils, encore une fois, pour voir clairement son impact sur le business de son entreprise. Et au-delà de ça, même techniquement, il y a des modèles d'attribution différents. Typiquement, est-ce que c'est la première conversion qui va avoir tout le CA dégénéré, ou la dernière conversion, ou c'est quelque chose de linéaire, ou quelque chose en V. Donc c'est assez granulaire la façon dont on peut analyser, disons, son ROI marketing. Et si c'est aujourd'hui disponible dans vos instants, je vous conseille de vous pencher sur ces outils-là qui permettent d'avoir une vision vraiment 360 vraiment de l'acquisition d'un contact à finalement le deal closé et prioriser encore une fois vos futures actions marketing. Et pour finir sur ça, je trouve que ça rentre aussi beaucoup dans la philo de HubSpot. Historiquement, c'est la figure de l'inbound marketing. Donc, on génère du trafic sur son site, on fait des leads, on fait des clients. C'était un peu ce qui était leur fonds de commerce sur lequel ils se sont créés. Aujourd'hui, ils sont quand même dans une vision un peu plus mature aussi, en tout cas un peu plus réaliste de tout ce que ça implique de faire du marketing et des ventes dans tous les clients qu'ils ont. Et parfois, c'est pas que de l'inbound, effectivement, il y a aussi des ads. Et puis, il y a aussi de travailler sur des trade shows, et il y a aussi de travailler sur la base de données, il y a aussi de travailler en collaboration avec des sales. Et ça, c'est la vraie vie des entreprises. Et donc, le fait que l'outil commence à prendre en compte sérieusement tous ces vrais sujets, ça le rend aussi beaucoup plus actionnable et ça permet de leverager la valeur du tool sur l'ensemble des cas de figure, là où avant, on était un peu coincé dans la partie haut du funnel, qui n'est pas là où on a le plus de ROI, en tout cas pas le plus rapidement. Donc tout ce qu'on peut avoir ici, ça va vraiment avoir un impact rapide. Prochain focus du coup, le Hub Service, donc tout ce qui est Customer Support, etc. Donc quelles sont les avancées d'HubSpot à ce niveau-là ? Il y en a plusieurs qui est encore dans la philosophie de centralisation de toutes les actions qu'on peut avoir. Donc le module conversationnel aujourd'hui, donc ça peut être un bot sur votre site, ça peut être un module de chat sur votre site. Et aujourd'hui, finalement, dans le module que vous voyez ici sur le visuel, ça intègre directement Facebook Messenger. Donc vous n'avez plus besoin de switcher entre HubSpot, Facebook ou même d'autres outils, Intercom, etc. Aujourd'hui, tout est dans HubSpot et les personnes qui s'occupent de répondre à des clients sur des problématiques qu'ils rencontrent au quotidien en servant de vos services ou des gens qui posent des questions tout simplement, vous pouvez le faire dans le module conversationnel de HubSpot. C'est en bêta, ça veut dire que c'est en cours de déploiement chez HubSpot. Ça s'intègre avec Slack aussi du coup ? Exact. Exact. Donc si vous servez de Slack, vous pouvez faire des channels directement dans votre Slack et recevoir ces conversations, Messenger ou chat ou email, etc. directement sur les plateformes que vous utilisez pour la communication interne ou externe. Il y a aussi du coup le formulaire de support que vous pouvez générer et mettre un petit peu où vous voulez sur votre site, envoyer des liens par email. Donc les réponses à ce formulaire sont un peu spéciales parce que c'est souvent des requêtes de vos clients existants. Et vous avez besoin du coup de les traiter au moins aussi rapidement que quelqu'un qui pose une question sur votre site internet. Donc encore une fois, c'est centralisé dans l'outil conversation d'HubSpot, connecté à Slack si vous avez besoin. C'est live pour le coup. Ensuite, un des autres outils du service Hub d'HubSpot, ça va être tout ce qui est NPS. Récupérer le NPS, c'est bien. Avoir des actions liées à ce NPS, c'est mieux.
Par exemple, si vous avez un détracteur, automatiser la prise de décision. Donc, est-ce qu'on doit envoyer une notification à quelqu'un en interne en fonction de qui a mis une mauvaise note? Il faut qu'on puisse agir rapidement en fait. Donc, il faut qu'il y ait des actions automatiques qui se passent, quitte à envoyer un mail aussi tout de suite au détracteur. Voilà, après votre stratégie, typiquement de comment vous voulez gérer vos clients, c'est un peu vous qui décidez. Mais voilà, aujourd'hui, c'est possible d'automatiser des actions pour les détracteurs et aussi les promoteurs. Donc les remercier, prévoir un call avec quelqu'un qui vous a recommandé à 10 sur 10. Voilà, donc aujourd'hui, c'est possible. Qui est quelque chose aussi où il y a pas mal de conduite du changement à faire, parce que les NPS, si ça fait 20 ans que vous ne faites pas de NPS, arriver du jour au lendemain en disant tiens, maintenant ça nous intéresse, vos clients, aussi contents soient-ils, parfois ils ne répondent pas parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire. Donc il y a aussi toute une éducation du client à faire sur pourquoi on fait du NPS, comment on accompagne le NPS, qu'est-ce qu'on va faire de ce que vous nous dites, etc., etc. D'avoir cette culture un peu customer orientée, c'est quelque chose aussi c'est pas qu'une question d'outils, c'est aussi vraiment, je trouve, enfin de ce que moi j'ai pu voir sur les projets, c'est aussi une question de culture de la boîte et de comment on sensibilise les clients à l'intérêt qu'on leur porte et qu'est-ce qu'on va faire de tout ça, quoi. Ça, c'était les grosses nouveautés pour le Hub Service. Et finalement, pour le Hub Sales, la grosse nouveauté, il y en a eu plusieurs, des petites. Du coup, si vous voulez avoir le détail exactement de toutes les nouveautés, je vous invite à aller voir le blog d'HubSpot. Mais la grosse nouveauté, ça va être le Buy Now button. Donc finalement, comme pour faire le lien avec la première slide qui était les connexions avec les autres outils, une fois qu'HubSpot est connecté à Stripe, du coup, gestion de paiement en ligne, il est possible d'avoir un bouton sur votre site internet pour acheter directement si vous êtes un éditeur de logiciels SaaS et des choses comme ça. Et finalement réduire au maximum les frictions que vous pouvez rencontrer. Donc plus besoin de générer un devis ou d'appeler quelqu'un. Quelqu'un fait son parcours d'achat tout seul directement sur votre site internet. Toujours dans l'idée d'améliorer l'expérience client que vous pouvez proposer via vos outils, votre site internet, vos réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est en bêta et en cours de déploiement. Encore une fois, c'est lié pour ceux qui utilisent le CRM aujourd'hui aux produits dans HubSpot. Je crois que c'est une fonctionnalité HubSpot Pro même. Et une fois que vous avez un compte Stripe, vous pouvez lier les deux. C'est seamless, c'est super simple à paramétrer. Et finalement, la valeur que les gens auront à utiliser un bouton d'achat direct plutôt qu'à appeler quelqu'un, elle est énorme aujourd'hui. Enfin, on peut prendre des exemples comme Atlassian, justement, qui avait donc l'éditeur de Jira, de Trello, etc., qui a mis cette fonctionnalité sur son site. Donc c'est plus ou moins eux qui ont inventé la digitalisation du parcours commercial. On voit où ils en sont aujourd'hui. C'est assez gros aujourd'hui. Voilà, donc c'était les grosses nouveautés des différents hubs d'HubSpot. C'était les grosses parmi d'autres. Et encore une fois, des nouveautés dans HubSpot, il y en a toutes les semaines. Donc c'est un outil qui bouge beaucoup, HubSpot. Je ne sais plus exactement combien de millions ils mettent par trimestre dans le R&D de leurs produits, mais c'est leur focus principal pour justement toujours proposer un outil plus complet, plus connecté à d'autres et qui garde l'avance qu'il a sur les autres. C'était 20 millions de dollars par trimestre. Je crois que c'était le chiffre que... Voilà, donc c'est pas une plateforme qui vit sur ses acquis, mais qui va plutôt chercher à un peu disrupter son marché, faire toujours plus et être toujours plus centralisé dans ses actions marketing, sales, service. Et on n'en a pas parlé, mais aussi du CMS, du coup la gestion du site internet directement dans la plateforme. Ouais, avec aussi l'arrivée certainement de CMS. Aujourd'hui, vous avez le CMS qui est un produit un peu standard. Maintenant, on a le CMS qui commence aussi à avoir des fonctionnalités enterprise sur du cloisonnement données, sur des espaces, presque des espaces clients, des choses comme ça, où on commence à pouvoir avoir du community à l'intérieur du CMS. En tout cas, c'est des sujets sur lesquels ils travaillent. Il y a 80 personnes qui développent aujourd'hui le CMS en permanence sur l'amélioration du produit. Donc en tout cas, chez nous, c'est un produit qui est devenu hyper central dans les types de demandes qu'on a et les sujets d'intérêt pour les clients qui utilisent déjà bien HubSpot d'ailleurs sur le fond. Ok. Bah, écoutez, on va s'arrêter là. On vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et on se retrouve le mois prochain
pour certainement un autre webinaire. On est en train de planifier la date et on est en train de planifier le thème. Et on va vous envoyer tout ça avec plaisir. N'hésitez pas à prendre contact avec nous, ça sera avec plaisir. Et puis en attendant, bonne campagne et bon business à tous.